Aujourd'hui, avec cette directive, normalement, on ne devrait plus lire les rémunérations selon profil. Ça, normalement, ça sera plus possible. Parce que l'entreprise sera tenue d'afficher au moins une fourchette de salaire. La transparence salariale, c'est un peu une fusée à plusieurs étages. On a une grille commune, y compris les stagiaires, y compris le CEO. Un management à deux jambes. Mais j'ai évolué dans des systèmes extrêmement différents. Je comprends pourquoi ça peut être un peu vertigineux. Et comme tu le dis, il y a des éléments de bon sens en fait. Je pense que c'est agréable de savoir sur quoi on doit s'améliorer de manière précise et pas que ce soit flou. Donc ça sert tout le monde. Et ça, c'est du bon sens managérial total. Qu'est-ce qui se joue derrière ? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manager Tout-Terrain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Rimbaud, qui est People Lead chez Alan. Bonjour Juliette. Bonjour Simon. Je suis ravi de t'accueillir ici. Moi de même, merci. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que ça veut dire People Lead ? Oui. Donc en fait, chez Alan, on a une équipe RH qui est scindée en 3 expertises. On a la partie recrutement, on a la partie office management, expérience workplace, et on a la partie RH un peu pure et dure, toutes les fonctions régaliennes qui sont regroupées dans le corps de métier People. Et moi, je suis la lead de cette équipe, donc il y a 10 personnes dans l'équipe. Je ne sais pas si tu veux qu'on creuse un peu dans les expertises qu'on a dans l'équipe, mais en tout cas, mon rôle, c'est un rôle, alors je sais qu'on en reparlera, mais un rôle managérial pour cette équipe. Oui, le pilotage de tout ça. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques informations en plus sur toi, ton contexte, ça fait combien de temps que tu es chez Alan ? Oui, ça va faire 6 ans que je suis chez Alan, 3 ans à ce poste. J'ai rejoint donc Alan en 2019. À l'époque, on était à peu près 180 salariés uniquement en France. C'était avant l'ouverture à l'international. Et puis, j'ai un petit peu navigué dans les échelons RH. J'ai commencé en tant que chargée de mission RH, People Ops. Et puis, j'ai le plaisir d'accompagner l'équipe depuis, 3 ans. Super. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Alan ? On est un peu plus de 700 salariés. Super. En France, en Espagne, en Belgique et au Canada. Très bien. Alors avant de rentrer dans le dur de ce sujet de la transparence salariale, je te propose qu'on puisse replacer aussi le contexte du sujet. Il y a une directive qui oblige les entreprises à se conformer d'ici au 7 juin 2026. Exactement. Sur ce sujet de transparence. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça veut dire pour les RH, pour les managers ? Oui. Alors, je pense que déjà, si on revient à l'état d'esprit, c'est promouvoir plus de transparence salariale et aussi d'agir sur le volet de l'égalité, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes en matière salariale. Et il va y avoir différents volets dans la directive. Donc, la directive, c'est le Parlement européen qui appelle les États à s'approprier dans leur droit national cette directive-là pour la transposer ensuite de manière concrète. Un volet candidat. Aujourd'hui, avec cette directive, normalement, on ne devrait plus lire rémunération sur une fiche de poste qu'on trouve en ligne, rémunération selon profil. Ça, normalement, ça sera plus possible. Pourquoi ? Parce que l'entreprise sera tenue d'afficher au moins une fourchette de salaire sur les offres de poste qu'elle présente. Et également, à l'embauche, il sera plus possible de demander l'historique salarial de la personne, du candidat, de la candidate. Pourquoi ? Parce que à ce jeu de poker menteur un peu, c'est prouvé, c'est établi, les femmes généralement sont moins bonnes dans ce type de négociation et pour se placer. Et donc c'est un des leviers à actionner pour aller vers plus d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Quand tu parles d'historique salarial, c'est concrètement, on ne peut plus poser la question combien vous êtes payé actuellement quand on est en train de recruter sur un futur poste. Exactement. Ok, super clair. Donc ça, c'est la partie volet candidat. Ouais. Et après, il y a le volet salarié. Donc là, il y a différents éléments. Le premier, ça va être vraiment de rendre le salarié plus sachant et de pouvoir se positionner. Donc typiquement, un salarié pourra demander quels sont les écarts de salaire moyens sur le type de poste que la personne occupe. Et également avec un critère homme-femme. Il va y avoir des obligations de reporting renforcées, également sur les questions d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et le dernier volet que je trouve assez important, c'est le volet des critères selon lesquels la rémunération et la progression salariale
sont calculés, sont élaborés, à la fois à l'embauche et à la fois, comme je le disais, donc dans la progression ensuite dans la vie du salarié au sein de l'entreprise. Concrètement, sur quels critères on est promu. Oui, complètement. Et donc, vers une transparence au niveau de l'entreprise, de savoir un petit peu plus finalement ce qui s'y passe. Alors, pas forcément de savoir exactement combien son collègue est payé, mais en tout cas d'avoir plus d'éléments de compréhension pour me repérer dans l'entreprise sur les tranches salariales. Oui, alors tu as un très bon point sur lequel je veux insister parce que la transparence salariale, c'est un peu une fusée à plusieurs étages. Je suppose qu'on parlera du cas d'Alan, qui est le dernier étage de la fusée où on a une transparence salariale complète. Donc, c'est-à-dire que on connaît les salaires individuels respectivement au sein de l'entreprise. Donc, il y a à la fois cet aspect grille, cet aspect critère dont on parlait, mais il y a également connaître la rémunération de son collègue. Cet échelon-là, ce niveau-là, c'est pas un prérequis de la directive. Donc, on est à l'étage d'en dessous qui est déjà, une super progression. Oui, une grosse progression, et puis qui va peut-être, je pense que aussi l'ambition, c'est d'aller petit à petit vers plus de sujets de transparence, peut-être sans aller jusqu'à ce que propose Alan, parce que c'était justement hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui sur ce sujet, parce que Alan, alors on en a beaucoup entendu parler, mais parfois on ne comprend pas exactement ce qui s'y passe, mais vous avez une valeur très forte de transparence depuis la création. Oui. Notamment de la transparence salariale, mais pas que. Oui. Je crois que vous parlez de transparence radicale. Oui. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire concrètement ? Oui. Alors, moi, la manière dont je l'ai compris et vécu dans mon parcours Alan, c'est vraiment que c'était une volonté des cofondateurs, dès la création d'Alan, fort de leurs expériences passées, de se dire la transparence est quelque chose que l'on veut insuffler dans notre produit. Donc, dans notre cas, à la Fondation, un produit d'assurance santé qui est toujours présent, mais qui s'est un peu étoffé depuis. Donc cette transparence-là, on la veut encore une fois dans ce que l'on va promouvoir, dans la manière dont on va penser et construire notre produit. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand j'ai rejoint Alan, c'est qu'ils ont construit le produit que l'on vend à nos clients en miroir de l'expérience collaborateur. Et du coup, on transpose la transparence pour nos membres à la transparence collaborateur. Et la transparence, du coup, est un pilier, une valeur fondamentale sur laquelle on s'appuie au quotidien pour travailler. Ça éclaire notre prise de décision, ça éclaire la manière dont on agit et dont on structure le cadre RH dans lequel on s'inscrit. Et là, concrètement, une illustration de cette transparence, c'est la transparence salariale, comme je le disais auparavant, donc totale, puisque on a une grille commune sur laquelle tout un chacun est placé chez Alan, y compris les stagiaires, y compris le CEO. Et la progression aussi au sein de cette grille, elle est totalement transparente au niveau des critères sur comment est-ce qu'on avance, sur quoi c'est établi. Et également, on a accès à la donnée, quel est le salaire des autres collaborateurs, collaboratrices. Oui. Et sur cette dimension, donc, il y avait une vraie volonté de cohérence, c'est ça, entre ce qu'on propose à nos membres dans le milieu de l'assurance et sur ce qu'on propose en interne. C'était la volonté derrière, c'était ça, c'était de créer de la cohérence entre l'interne et l'externe ? Oui. Parce qu'au moment où ils se sont penchés sur comment est-ce qu'on va apporter de la valeur sur un marché de l'assurance santé, où il y a déjà des acteurs traditionnels implantés, ça va être en mettant au cœur de ce que l'on fait l'expérience des membres. Et pour avoir vraiment une grande cohérence, comme tu le dis, et puis démultiplier en fait juste cet état d'esprit-là, pour l'insuffler au niveau de toutes les personnes qui vont œuvrer chez Alan pour construire ces produits, pour construire cette philosophie, ça semble totalement pertinent en fait de le refléter dans l'expérience collaborateur. Oui. Et donc c'est un miroir total. Et je pense que ça place vraiment les gens dans un état d'esprit où c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est aussi ce qu'on va essayer de promouvoir pour les produits et pour les expériences membres qu'on bâtit. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Oui, c'est fort et finalement, ça fait aussi partie grandement de votre marque employeur, de comment l'expérience est vécue en interne chez Alan. Alors je sais qu'il y a d'autres modes de fonctionnement. On va s'arrêter aussi encore un petit peu là-dessus. Dans
dans le management, parce que ça va être intéressant, ça, justement, sur ce sujet de salaire, ça, c'est pas vous qui gérez. Vous avez une forme de système à deux jambes, c'est ça, de management ? Oui, alors comment est-ce qu'on accompagne les équipes et comment c'est structuré, surtout à échelle aujourd'hui, puisqu'on est 700 dans plusieurs pays. Effectivement, un management, et comme tu l'as bien dit, c'est une expression que j'affectionne, à deux jambes. Oui. On n'a pas simplement la figure du manager classique, traditionnel, qui va centraliser toutes les fonctions qui sont à la fois celles de piloter, de coordonner les équipes pour atteindre des objectifs en vue de faire progresser le business. On a dissocié une autre partie du volet manager qui est la partie d'accompagnement à la progression professionnelle. Comment est-ce que la personne se nourrit des éléments de feedback qu'elle reçoit, qu'est-ce qu'elle en apprend, comment est-ce qu'elle progresse concrètement là-dessus. Et donc, cette partie-là, en fait, on l'a confiée à des coachs internes. Donc, on a un système de coaching entièrement internalisé. Le coaching chez nous, c'est pas obligatoire, c'est pas un prérequis pour avancer et être promu concrètement. On sélectionne vraiment des personnes qui ont une appétence et qui vont avoir des compétences aussi pour être de bons coachs par rapport aux critères qu'on s'est fixés. Et donc, on a dissocié les deux éléments. Typiquement, moi, je suis lead d'équipe, donc la partie managériale classique, on va dire. Et puis, à d'autres endroits, je vais accompagner au travers du coaching à l'âne des collaborateurs et des collaboratrices pour leur progression professionnelle. Oui. Okay. Donc, ça veut dire que chaque personne peut avoir cette double casquette de mon métier chez Alan et ma casquette de coaching. Complètement. Oui. Et le coaching, le mot coaching, alors en plus, là, on tourne, ça fait quelques jours que le film Gourou est sorti de Pierre Ninet. Le mot coaching veut un peu tout et rien dire aujourd'hui. En tout cas, il est beaucoup utilisé. Chez vous, qu'est-ce que ça veut dire être coach ? Oui. Les critères qu'on s'est posés, c'est déjà d'avoir un espace de confiance pour tous les Alaneurs, donc c'est le nom des salariés d'Alan, pour qu'ils puissent déposer un peu comment ils vont, comment s'est passée la semaine, quelles ont été les difficultés rencontrées, qu'est-ce qui leur apporte de l'énergie, de l'enthousiasme, sur quoi ils se sentent bien pour travailler. Donc cet espace-là d'échange et de dialogue qui est déjà un moment qu'on leur consacre et qui est sanctuarisé. Et ça, pour moi, c'est super important parce que c'est un peu une parenthèse. Un moment où on va reprendre sa respiration, on sait qu'on avance vite, on grandit vite, on est très ambitieux dans les objectifs qu'on se pose, et donc avoir ce temps-là de respiration et de réflexion pour se dire « Ok, mes 15 derniers jours, ils ont ressemblé à ça, comment je les ai vécus ?» Déjà, le coach, il est là pour écouter de manière active. Écouter de manière active, ça veut dire écouter avec intentionnalité, noter un petit peu ce qui peut être... ce qui peut créer de la friction pour la personne, ou au contraire, identifier ses leviers d'engagement et d'enthousiasme. Donc ça, pour moi, c'est le premier rôle. Ensuite, il y a vraiment l'aspect de progression. On a un système où on donne du feedback, on se partage du feedback à 360, donc sans notion de hiérarchie. C'est uniquement la hiérarchie qui donne des retours aux personnes N-1. Là, c'est vraiment un 360 complet. Donc ça fait partie de notre quotidien. Et le rôle du coach, c'est d'accompagner la personne pour prendre du recul et dire « Ok, tu as reçu ces éléments-là. Comment est-ce que tu... » Alors, parfois, souvent, c'est très balancé, c'est très nuancé, c'est très équilibré. Donc, tout ce positif-là, de quoi tu es fort, qu'est-ce qui te fait avancer, quelles sont tes forces, où est-ce que tu brilles un peu. Et les éléments plus constructifs, c'est « Ok, tu as reçu ces éléments-là. On a noté que dans cette situation, ça avait pu entraîner telle conséquence. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu comptes travailler dessus ?» Et donc, un espace où on va agir aussi, pas seulement... parler pour s'écouter. Un coach, ça n'est pas un psychologue, ça n'est pas un coach certifié tel qu'on peut l'entendre en dehors de notre système propre. Donc il y a quand même des limites très, très précises là-dedans. C'est un peu plus le rôle du manager-coach. On parle beaucoup du terme manager-coach aujourd'hui. Quelqu'un que j'affectionne particulièrement, Alexis Eve, qui emploie souvent ce terme-là, et effectivement, c'est exactement ça. Ouais. Et puis qui va accompagner la personne au travers de sa progression, donc au travers des promotions, pour
comprendre, décortiquer qu'est-ce que ça va prendre d'aller au prochain niveau d'attente, comment est-ce qu'on travaille dessus, qu'est-ce qu'on met en place. Et voilà. Et généralement, c'est un suivi qui se met en place dans la durée, qui se fait sur la base à la fois d'une certaine appétence pour le coach, ça je l'ai dit, mais aussi d'un certain matching entre les deux personnalités. C'est pas des choses qu'on va forcer, on pense que c'est important, cette composante-là. Et puis, c'est un système aussi qu'on essaye d'objectiver, de quantifier dans les éléments de réussite que ça peut apporter à notre système au global. Oui, c'est intéressant parce que du coup, la personne qui a ce rôle-là n'a pas d'objectif de faire grandir la personne. Elle a des objectifs, mais c'est qu'elle est pas biaisée parce qu'elle est manager de l'équipe. Bien sûr. Voilà. Ouais, et c'est un point super important parce que, alors, on n'a aucune forme d'incentive sur il faut que tant de personnes aient atteint le niveau X niveau sur telle durée. Ça n'existe pas. Je trouve que ça n'aurait pas vraiment de sens. Tout est personnalisé en fonction des communautés de métiers dans lesquelles on s'inscrit, de la personne, de son passé. Donc, on n'a pas ce type d'objectif-là. Et la progression, elle peut recouvrir une diversité, en fait, de suivi et d'accompagnement. Parfois, ça va se traduire, parce que c'est un peu le Graal, c'est la promotion, forcément, ça, on n'y coupe pas. Mais ça peut être d'autres éléments. Parfois, la personne, son aventure Alan va s'arrêter pour X ou Y raison. La personne se sent plus bien chez Alan, ou a envie de faire autre chose, ou a envie d'explorer d'autres types d'entreprises. On n'est plus en capacité de lui fournir un cadre qui va être... épanouissant professionnellement, parce que je fais très attention sur ces thématiques-là. On n'est pas garant du bonheur des gens, ça c'est quelque chose qui est totalement hors cadre. Mais en tout cas, parfois, ça peut être aussi d'explorer, tu t'es pas satisfait là, visiblement. On en parle depuis des mois. On a essayé de mettre des choses en place, on a mis en place, je sais pas, du mentoring, du pairing, on a essayé de changer de sujet, et là, visiblement, ça fonctionne pas. Et là, le rôle du coach ou de la coach, ça va être peut-être aussi d'ouvrir les horizons, de se dire, est-ce qu'il y a un autre futur possible pour toi ailleurs qui te ferait davantage envie ? Et parfois, en fait, un coaching réussi, ça peut être aussi ça. Bien sûr. Alors, j'ai une dernière question sur ce sujet, parce que je le trouve passionnant. Oui. Comment vous les formez, ces coachs ? Oui, c'est une formation qu'on fait complètement en interne, qui a mis à peu près 2 ans à être complètement établie, mise sur pied. C'est un mélange à la fois d'une formation écrite asynchrone que les personnes doivent suivre au moment où elles sont nommées, volontaires et nommées coach, ce qui est le fruit d'une discussion avec une personne très importante, de leur personne référente, qui est elle-même leur coach. D'accord. Et le rôle du coach, j'espère qu'on me suit toujours, il est vraiment clé, parce que là, on est généralement sur des personnes qui sont seniors, très expérimentées, et qui ont ce rôle de référent et de garant du système. Donc, c'est un rôle sur lequel on investit énormément et sur lequel on a des formations spécifiques. Oui. Donc, si je reviens au coach, une discussion initiale avec mon propre coach, une formation en ligne, des formations sur site, parce que nous, on travaille de manière hybride, donc on a des équipes éclatées. Donc là, on rassemble les gens, parce qu'on pense que c'est quand même sympa d'avoir un peu d'émulation en personne dans les bureaux. Donc avec des formations qui sont dispensées par l'équipe People, en partie, mais également aussi par un panel de gens très seniors chez Alan, qui sont issus de plein de communautés de métiers, parce que c'est super enrichissant. Oui. Et donc là, chacun a un peu ses thématiques clés. Et ensuite, il y a une notion pour moi d'évaluation continue qui a été peut-être la partie la plus difficile pour nous à cerner, à poser. Parce que, comme je te le disais, on n'est pas objectivé, par exemple, sur les taux de promotion. Oui. Mais du coup, comment est-ce qu'on s'assure de la qualité du coaching ? Puis il y a une relation de proximité qui s'instaure avec le coach. Donc, comment s'assurer aussi qu'il n'y ait pas que du feedback complaisant, c'est aussi un des risques de ça. Donc, on a le rôle du coach référent qui est clé. On a également du feedback qui est reçu de la part, qui est mutuellement donné entre coach et coachee. Oui. Et donc, on a également établi une grille, c'est le dernier point que je voulais souligner, une grille d'attente de performance pour les coachs avec des critères qui sont très précis sur quelles sont les postures que l'on attend. Et on demande, lors des évaluations de performance,
à au moins une personne qui évalue le coach de se pencher sur ces éléments-là. Oui. Non, mais c'est intéressant. Et donc, si on reprend sur le sujet justement des promotions, donc tu me disais que vous avez des niveaux avec une grille de salaire qui est transparente chez Alan. Comment elles sont vraiment gérées, ces promotions, cette progression salariale? Donc, tu me parles du rôle du coach, il y a un comité aussi. Comment ça fonctionne tout ça? Oui. Alors là, je pense qu'on peut reconnecter avec notre sujet de la directive européenne et de l'état d'esprit de cette transparence. C'est vraiment les règles du jeu sont claires, elles sont posées, elles sont écrites. Et on va former les gens pour qu'ils les comprennent bien et qu'ils puissent être parfaitement informés du système dans lequel ils évoluent. Pour répondre à ta question, je suis chez Alan et au bout d'un moment, je me dis ça fait quelque temps que je suis à mon niveau et je pense avoir démontré l'impact et avoir acquis des compétences qui me permettent de dire que je peux prétendre au niveau suivant. Déjà, cette base-là, elle se fait parce que par communauté de métier, on a des grilles qui sont précises par niveau, qui vont couvrir 3 dimensions différentes. La partie vraiment scope, la partie expertise et la partie plus culture et valeur d'entreprise. Parce qu'on a un référentiel qui est super important chez nous, c'est les Leadership Principles. Et c'est vraiment un référentiel de valeurs qu'on a traduit en exemple de concrètement qu'est-ce qu'on attend comme type d'attitude au quotidien. Et donc tout ça compose les grilles. Donc au moment où j'ai ma réflexion et je me dis, la promotion, ça me titille, normalement... J'ai dû me poser sur cette grille et me dire, je performe déjà au niveau suivant selon les règles établies sur cette grille. Mon coach a le rôle de m'accompagner pour me dire, OK, prendre du recul, lui aussi se forger une opinion. Tu as reçu plein de feedback concordants, génial, allons-y. Ou alors, dans le feedback reçu, puisque le feedback c'est continu toute l'année, il y a quand même des éléments qui ne sont pas tout à fait concordants avec les attentes au prochain niveau. Est-ce que comment tu le vois? Donc voilà. La personne reste maîtresse de sa décision. Si, in fine, malgré tous les conseils de mon coach qui me dit peut-être qu'on n'y est pas totalement, j'y vais quand même. J'y vais quand même. Les promotions, c'est 2 fois par an chez nous. Pour l'instant, je dis c'est pour l'instant parce qu'on se pose la question de généraliser peut-être un passage à un rythme annuel. C'est une réflexion actuelle qu'on a. Et donc à ce moment-là, tout le monde, c'est un temps assez marrant, je pense, chez Alan, parce que 2 fois par an, on est tous à écrire nos revues de performance pour nos pairs, encore une fois à 360. Oui. Donc un moment très studieux et très intense aussi, parce qu'on se plonge dans la progression de chacun, etc. Donc là, moi, je me replace en tant qu'individu, en tant qu'Alaneur. Je vais recevoir des revues de performance de 3 personnes. Pas nécessairement mon coach, d'ailleurs. On ne dit pas que c'est obligatoire. Ça peut être recommandé, mais pas obligatoire. Et sur cette base-là, on a des notes qui sont attribuées. Et en fonction des notes obtenues, ça permet ou non de passer en comité de promotion. Et là, ces comités... donc jusque-là, tout est transparent, écrit, accessible à tout le monde. Les comités de promotion, c'est des moments où un groupe d'Alaneurs assez seniors, expérimentés, et l'équipe People se réunissent pour évaluer par groupe de niveau les candidatures à promotion des salariés. Ces discussions-là, le jour J, elles ne sont pas accessibles publiquement, elles ne sont pas enregistrées, etc. Par contre, il y a des notes qui sont prises. Et pour moi, ce qui compte, c'est quelque chose que je dis régulièrement, c'est plus que la loi de la transparence syndicale, c'est l'esprit de la loi. Dans ce cadre-là, tout est noté sur ce que s'est dit le comité, sur les points de doute, sur ce que le comité a noté comme zone de force, là où le comité a félicité la personne, et puis les zones de progression qui ont été identifiées. Et tout ce narratif-là, il est partagé à la personne, puisque on ferme la boucle, la personne va travailler dessus avec son coach pour continuer à progresser. Et même si la personne a été promue, il y a toujours des choses à travailler, à peaufiner. Donc, on est dans un état d'esprit de... vraiment le growth mindset, un peu le Carol Dweck, c'est de s'améliorer toujours chaque jour
parce que je pense aussi que c'est quelque chose qui nous caractérise énormément. Il y a une vraie curiosité, envie d'apprendre des équipes. C'est un trait commun partagé. Ouais, très clair. Très clair. Et ce que tu dis, ce qu'on peut justement, quelqu'un qui nous écoute, qui est dans une culture plus traditionnelle, j'ai envie de dire, je pense que ce qui est clé là dans ce que tu exprimes, c'est le côté transparent sur pourquoi. Alors, même si tu as eu cette promotion, mais qu'est-ce que j'attends encore de toi ? Et si tu l'as pas eu, pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses en fait pour l'avoir ? Oui. Voilà, et ça, c'est un peu ça, c'est plutôt du rôle managérial, mais en tout cas, c'est la première base. Là, on n'a pas besoin d'attendre la directive, c'est déjà des choses complètement. qu'il faut réussir à expliquer au quotidien, bien sûr. Oui. Et après, la directive, ce qu'elle nous apporte, c'est de dire poser des critères concrets, tangibles sur comment est-ce qu'on obtient une promotion, comment est-ce qu'on obtient, alors pas chez nous, mais un bonus, parce que chez nous, il n'y a pas de bonus, et elle vient compléter ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui est accessible. Souvent, quand j'échange avec des pairs sur la transparence salariale, j'ai des réactions assez vives et je comprends pourquoi. J'évolue dans ce système-là, donc forcément, ça me semble être plus évident aujourd'hui, mais j'ai évolué dans des systèmes extrêmement différents. Je comprends pourquoi ça peut être un peu vertigineux ou alors qu'on se demande mais par quel bout je vais le prendre en fait, cette histoire. Et comme tu le dis, il y a des éléments de bon sens en fait. Et si on pense vraiment sincèrement à la progression de la personne, ce qui est dans notre intérêt, nous, en tant que manager d'équipe, ce qui est dans l'intérêt de l'entreprise et ce qui est dans l'intérêt de la personne, à plusieurs titres, pour grandir son expertise et puis pour être bien aussi, je pense que c'est agréable de savoir sur quoi on doit s'améliorer de manière précise et pas que ce soit flou. C'est très angoissant en fait de ne pas savoir. Donc ça sert tout le monde et ça c'est du bon sens managérial total. Du bon sens managérial, et j'ai même envie de passer un appel aux salariés, où ça peut être aussi du bon sens salarié, où moi j'ai souvent entendu parler de situations où des personnes étaient frustrées par leur niveau de rémunération, estimaient vouloir plus, peut-être le communiquer au manager, donc ça c'est déjà la première chose, mais surtout de dire ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'augmentation ? Parce que vous avez vos grilles, donc on le sait, voilà, c'est je veux arriver à tel niveau, etc. Mais une personne qui est dans une équipe, qui estime en faire plus et qui veut arriver à tant de % d'augmentation, s'il partage juste la volonté d'avoir une augmentation, ça ne va pas suffire parce que c'est important de dire, voilà, moi je gagne 10 et je veux arriver à 15. Et du coup, le manager, il peut aussi venir en disant, ok, pour arriver à 15, en fait, il faut que tu fasses tout ça avant. Ou alors peut-être que malheureusement ton poste ne te permettra jamais d'arriver à 15 parce que le poste n'est pas dimensionné pour ça, mais peut-être dans un autre service. Tout ça, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas toujours faites en entreprise et qui sont importantes, d'être très factuel et très concret. Oui. Et ça me fait penser à un élément qu'on développe dans nos formations aux coachs. C'est toute la partie du contrat psychologique en fait, qui se tisse entre le salarié, la salariée et son manager. Quand la personne dit « je veux une augmentation », bon, l'aspect financier, je ne le nie pas de toute façon, ça m'amuse toujours de le dire aussi, mais la notion pécuniaire, ça reste la principale préoccupation des personnes, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe. Bon, donc une fois qu'on s'est dit ça, on est décomplexé sur le sujet. Mais si on va chercher un peu à creuser après les questions, c'est « je veux une promotion ». Ok, mais qu'est-ce qui se joue pour la personne ? Pourquoi est-ce qu'elle la veut maintenant ? Pourquoi est-ce qu'elle la veut avec autant d'assertivité ? Pourquoi est-ce que là, ça semble une question de vie ou de mort pour elle ? Qu'est-ce qui se joue derrière ? Et ce qu'on appelle nos coachs affaires, c'est aller creuser un peu dans ces éléments-là pour comprendre ce qui se joue pour la personne. Ça, je trouve ça assez intéressant. Oui. Et dans ce que tu dis, effectivement, dès lors qu'on a des critères, et on peut commencer par là, on n'est pas obligé d'avoir des choses très extrêmement détaillées, très chiadées dans un premier temps. On peut commencer par quelques grands piliers d'attente. On n'est pas obligé non plus d'avoir 10 niveaux de progression, d'échelons. Donc, il y a toujours, en fait, un bout de ficelle à prendre pour commencer à tirer la pelote. Bien sûr. Cette directive, on t'a parlé notamment de la dimension expérience candidat, parce que ça démarre sur les candidatures. Vous avez fait le choix d'une offre qui est non négociable à l'embauche. Oui.
Comment ça se matérialise et quel impact ça a? C'est que vous allez déjà dire on veut recruter à tel niveau et donc ce sera telle rémunération. Voilà, comment ça se passe concrètement? Oui, parce qu'effectivement, on arrive avec une idée précise de ce qu'on attend en termes d'impact pour le niveau. Donc, on a déjà cet élément-là. Et en fait, c'est là où peut-être où je fais un arrêt sur notre grille. Notre grille, en fait, elle se compose donc de niveaux d'impact dans l'entreprise qui se matérialisent par une lettre. Et ensuite, on va venir factoriser le nombre d'années d'expérience, en fait. Donc, cette grille, elle est à 2 entrées. On sait qu'on veut recruter pour une fourchette de niveau. Alors, souvent, c'est pas un niveau, ça peut être un niveau en dessous ou un niveau au-dessus, mais en tout cas, on a cette fourchette-là. Entre C et D, par exemple. Voilà, admettons. La grille est entièrement publique et mise en ligne. Et au fur et à mesure du processus de recrutement, on va venir ajuster et affiner notre positionnement de la personne sur cette grille-là. Ce que l'on fait en dialoguant avec la personne à chaque étape du recrutement, donc à peu près 5 étapes, on va lui dire « Voici le feedback qu'on te fait sur l'interview qu'on vient d'avoir. La personne est libre de nous en faire aussi. » Et on va affiner ça en étant transparente avec elle. Et au final, on fait cette proposition en lui disant après toutes ces étapes-là, on te positionne à tel niveau. On va détailler notre argumentaire, tout comme on le ferait en comité de promotion sur pourquoi. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que c'est rigide? Et donc, c'est un des peut-être des avantages que ça peut présenter, ce système. C'est qu'on n'est pas dans une situation où on se dit « Ah bon, alors, au final, on a trop adoré la personne. Elle nous a dit qu'elle voulait un peu plus, ou on pense qu'on est un peu juste pour la recruter. Allez, on rajoute 10 ou 15K sur la table. » Eh bien, on ne fait pas ça, parce que nous, on se positionne sur une grille avec un processus très rationnel. Donc forcément, peut-être qu'on va louper la personne si c'est pas au niveau de ce qu'elle attendait en niveau de rémunération. Mais nous, ce que ça nous permet de gagner, c'est déjà de la cohérence à tous les étages. On le disait au départ, la transparence, c'est vraiment un élément marquant de l'expérience employée. Pour moi, c'est super important que les gens sachent à quoi ils vont, à quelle sauce ils vont être mangés après. Et donc, que lors du processus de recrutement, ils aient un bon aperçu. En fait, la transparence, ça ressemble à quoi? Et je pense qu'on n'est pas parfait. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire différemment ou mieux. Mais ce que j'entends toujours des salariés, c'est il y a une très grande cohérence dans ce qui m'a été présenté et dans l'expérience que j'ai effectivement chez Alan. Donc pour moi, se servir du processus de recrutement à ces fins-là, c'est super important. Oui. Et ça permet aussi de mieux piloter sa masse salariale que d'être un peu au doigt mouillé en se disant là, on n'a pas vraiment réfléchi à la fourchette. La personne, on la placera un peu en fonction de ce qu'elle nous dit, elle, de ce qu'on ressent. C'est très subjectif. Oui, tout à fait. Cette nouvelle directive, ça va aussi générer potentiellement du stress. Tu vois, tu parlais de transparence, d'intérêt aussi, d'avoir une cohérence entre l'interne et l'externe, mais peut-être qu'il n'y a pas encore cette cohérence, qu'il faut la créer. Donc ça peut générer du stress d'un point de vue RH, d'un point de vue managérial, parce que peut-être que j'ai des gros écarts de salaire justement au sein de mon équipe. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore à demander à tout le monde de dévoiler ses salaires, mais en tout cas, par exemple, si je recrute quelqu'un dans mon équipe, au même poste que quelqu'un d'autre, ça, tout le monde pourra le voir, par exemple, vu que ça va être publié sur les job boards. Oui. Comment un manager, un RH, peut gérer cette dimension avec ce passage à plus de transparence? Quand on prend une entreprise qui est vraiment assez loin de ça, qui a des écarts de salaire et qui d'un seul coup va devoir basculer vers plus de transparence. Oui. Alors, j'espère. On a été en période de transition de 2023 aujourd'hui, donc des choses qui sont mises en place normalement. Peut-être des choses, ou en tout cas une sensibilisation qui a été faite, mais je pense que ça n'évitera pas le type de situation que tu as décrite, typiquement avec des écarts de salaire qui seront difficilement justifiables en tant que tel, et en sachant que la directive prévoit aussi un droit d'information des salariés où ils peuvent demander, donc comme on le disait en introduction, quels sont les écarts moyens pour leur rôle et les écarts de rémunération homme-femme pour leur rôle aussi, moyens.
Donc ça peut générer effectivement un peu de stress ou de tension. Il me semble capital, à quelques mois de la nécessité de se mettre en conformité, puisque c'est donc en juin, que l'entreprise déjà propose un cadre global. Je pense que ça serait assez vertigineux pour les managers de se retrouver sans phare si ça n'a pas été la philosophie jusque-là. Et pour moi, l'exemplarité, ça reste un des éléments clés de ces grandes transitions. Donc, commencer par les C-level, par le top management, en matière de transparence salariale, ça me semble capital. Je pense aussi que c'est une opportunité pour les équipes RH, avec les instances de représentation, si elles existent dans l'entreprise, de proposer quand même des éléments de réflexion, de dialogue, et commencer à poser un cadre. Oui. Parce que typiquement, si on doit aujourd'hui le présenter en externe, va falloir quand même se mettre en cohérence en interne. Et ensuite, pour les managers, je n'ai pas une recette parfaite, mais je pense que le dialogue et les échanges vont être fondamentaux. Et que si on est dans des situations où on fait un peu le grand écart et qu'on transpire un peu en voyant certains écarts, encore une fois, qu'on n'est pas tout à fait en capacité de justifier, pour moi, je vais faire une réponse très Alan, mais reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas parfait. Oui. Et en revanche, arriver avec des propositions d'amélioration, de progression, peut-être aussi se féliciter de l'arrivée de cette directive, de l'état d'esprit qu'elle peut insuffler, je pense que c'est important. Donc on ne peut pas le faire sans avoir des éléments de proposition, mais je pense que l'honnêteté et le constat du départ peut être intéressant. Et puis il y a tout le travail un peu de fond dont on a parlé, de poser des attentes, de poser des grilles, d'objectiver les critères de progression. Ça, c'est quand même un travail qui est accessible, je pense, à tous et sur lequel on peut se dire, OK, bon, là, on n'est pas parfait. Visiblement, il y a des choses qui ne sont pas OK. Mais on peut travailler ensemble, peut-être aussi par communauté de métier, à se dire, c'est quoi pour nous les trois niveaux de progression. Ça, c'est un travail qu'on peut faire en commun aussi. Oui, tout à fait. Je retiens le terme « ensemble » parce que je pense que c'est notamment dans ce type de période où les managers et les RH doivent vraiment fonctionner par pair et se rapprocher, puisqu'on peut avoir... ça va créer forcément, comme on le disait, du stress, en tout cas une forme de désorganisation si ça n'a pas été pensé depuis quelques mois, années, parce qu'effectivement, la directive a été annoncée en 2023. Oui, complètement. Je trouvais que c'est intéressant, comme on est sur le sujet du salaire, d'élargir un petit peu la dimension de négociation salariale. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien géré, enfin, en tout cas qui peut être compliqué à gérer, aussi bien en tant que salarié qu'en tant que manager. Est-ce que tu as des petits conseils sur cette dimension de négociation, tu vois, un manager qui a du mal avec la négociation salariale? Bon, déjà, il faut voir dans quel cadre s'inscrit ce manager. Est-ce qu'il a une enveloppe à disposition? Qu'est-ce qu'il souhaite en faire? Quel est un peu le système global de progression professionnelle dans son entreprise? Mon premier conseil, c'est celui que je partageais tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre pourquoi c'est important pour la personne à ce moment-là. Et d'en parler. Je pense qu'on peut s'éviter moult déceptions, frustrations, en fait, en posant les choses sur la table et pas en se cachant derrière son petit doigt. Ça, pour moi, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, dans l'état d'esprit de la directive européenne, comme c'est le nôtre maintenant, donc faire l'effort, si on est à un niveau d'équipe, admettons qu'on ait une enveloppe et qu'on ait à la distribuer, je sais pas, ça peut être un bonus, faire l'effort en tant que manager de poser des critères et de dire je vais le faire selon ces critères-là et je les communique à mon équipe. Et je ne les communique pas seulement, je les explique et peut-être que je prends un temps d'échange aussi pour que tout le monde soit dans la compréhension. Et encore mieux, un temps de dialogue, comme on le disait tout à l'heure, pour les construire et les améliorer ensemble. Ça, c'est top. Là, je pense qu'on s'apporte du confort. Peut-être que ça apporte quelques discussions un peu difficiles au début, mais je peux garantir que par la suite, ça facilitera énormément les choses. Ça, c'est certain. Et ensuite, de l'honnêteté dans les discussions. Je pense que si
Pour des raisons objectives, on n'a pas accordé dans cette période de négociation salariale que moi j'ai rattachée à un bonus ou à une progression, à une promotion, si on n'est pas en capacité de la donner, eh bien d'être comptable de sa décision en tant que manager et de savoir la détailler, l'expliquer. Et je pense que ça ne peut être que bien reçu si ensuite on dit « mais je suis avec toi ». On a identifié ça, ça et ça pour que tu continues de progresser et que la prochaine... ça soit la bonne. Sans faire de promesses. Exactement. Bien sûr. Et donc, je vais mettre des ressources à ta disposition. Tu dois progresser, je sais pas, parce que tes compétences en matière de gestion de projet sont perfectibles. Dans l'équipe, on a quelqu'un qui est super bon en gestion de projet. Prenez un temps d'échange, regardez comment vous faites. Et moi, je vais te consacrer du temps. Et on fera un point. Pour préparer, savoir où on en est. Parce que peut-être qu'au final, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire effectivement des promesses qu'on n'est pas en capacité de tenir, mais regarder régulièrement comment la personne progresse par rapport aux éléments identifiés. Oui, tout à fait. Et ça nécessite aussi que les KPI, les objectifs soient très smart et très établis pour justement avoir ce niveau de progression de... t'as tes... Alors après, est-ce que tu es aux objectifs déjà ? Et est-ce que les objectifs sont assez ambitieux par rapport à une future évolution, s'il faut atteindre des nouveaux objectifs pour justifier cette augmentation ? Aujourd'hui, tu en parlais, le salaire, c'est le point central de la motivation, en tout cas pour beaucoup de personnes. En tout cas, c'est un des éléments qu'on va forcément retrouver, qui va forcément pencher dans la balance. Mais ce n'est pas le seul, il existe d'autres leviers. Et parfois, le salaire, d'ailleurs, ne suffit plus si les autres leviers ne sont pas activés. Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui, toi, te motive personnellement au-delà de la dimension salariale ? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'elle est super importante. Encore une fois, non pas pour dire que la question salariale est négligeable. Je pense que ça serait totalement déconnecté d'affirmer ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à développer autour de ça. Donc, j'aime beaucoup cette question. Personnellement, j'ai été complètement fascinée par la culture d'Alan. Je viens d'un milieu professionnel assez différent. Et quand j'ai vu à quel point on faisait confiance aux gens, à quel point ils avaient de l'autonomie de manière très distribuée, on a une forme de hiérarchie. Je ne veux pas nourrir de fantasmes sur la structure Alan, parce qu'on s'est structuré à 700, sinon on a besoin d'une colonne vertébrale. Mais l'état d'esprit reste le même, il est toujours très incarné et très présent, de l'autonomie, d'être en pilotage de ses décisions en tant qu'individu sur notre scope de travail. Ça responsabilise énormément et ça rend passionnant ce qu'on fait au quotidien parce qu'on est en maîtrise de tous les enjeux de bout en bout. Et en plus, comme on a la transparence totale et écrite, on sait comment une décision passée a été prise, dans quel contexte. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. La culture d'entreprise, la transparence aussi, ça rend beaucoup de discussions beaucoup plus simples. Alors, parfois, parfois, ça amène à avoir des discussions difficiles. Parce que comme on a cette éthique d'être transparent, parfois, il faut savoir adresser des choses avec des collègues, avec des membres de nos équipes, ou parfois même avec des membres plutôt de la hiérarchie, en disant, ça c'est pas comme je voudrais, ou c'est pas... Ou voilà, ça m'irrite un peu. Savoir en parler... Mais ça fait qu'on a des discussions d'adultes, quoi. Ouais. Et je trouve ça très sain. Et personnellement, moi, ça m'apporte énormément de tranquillité d'esprit pour me consacrer par ailleurs à ce que je fais. Et donc ça, c'est le premier élément, la culture d'entreprise. Et ensuite, c'est cet aspect de produit RH qui m'intéresse énormément. Alors, à double titre, parce que comme on est une assurance santé et un partenaire santé, on échange énormément avec des RH, puisque c'est une grande partie des membres qui utilisent le produit Alan. Donc, c'est important pour nous, par exemple, là, sur l'absentéisme, on se pose la question de comment est-ce qu'on le calcule pour nous, qu'est-ce qu'aimeraient voir nos membres, et comment ça se reflète dans le produit. Oui. Et, on est acteur de ça, donc je trouve ça super passionnant d'avoir un pied dans le produit, et un pied dans le produit plutôt culturel, et avec cette vision-là, de le bâtir en écho avec ce qui fait Alan, et de penser des expériences plutôt que des processus. Je trouve qu'aussi intellectuellement, c'est extrêmement challengeant. Donc, si je résumais ce que je viens de te dire, la culture d'entreprise, l'aspect vraiment
produit RH, produit culture d'entreprise. Et voilà. Et puis aussi, quand même, ce qui n'est pas négligeable, c'est la qualité de l'équipe. Il y a des standards en matière de comportement et de comment on agit au quotidien qui font que le compas moral et le compas de l'éthique professionnelle sont placés vraiment très très haut. C'est quelque chose qui, moi, me motive énormément. Et de travailler avec des personnes qui sont brillantes, c'est très agréable. J'ai le plaisir et le bonheur de travailler depuis 6 ans avec certaines personnes qui sont assez impressionnantes et dont j'apprends régulièrement. Et cette part-là, elle me met vraiment des étoiles dans les yeux. Et on les voit. Ça va complètement. C'est très clair. Et la culture, tu l'as dit, c'est quelque chose, toi, qui, par exemple, te fait rester. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. Vous avez la culture que vous avez, c'est vrai que ça nécessite d'être à l'aise avec le feedback, j'allais dire le feedback radical quelque part, parce qu'il y a ce niveau de transparence qui permettent d'être dans des discussions adulte à adulte, comme tu l'as dit, mais il faut être à l'aise avec le fait que tout le monde puisse lire la performance review, enfin voilà, ce que tu disais, les évaluations des pairs sur soi, etc. Mais c'est super parce que ça pousse dans une culture française qui a du mal à aller vers du feedback, où on continue depuis 15 ans, 20 ans à faire des formations feedback. Ça reste encore très difficile pour les managers d'en demander, d'en donner, et aux salariés de soit les recevoir, soit d'en donner, etc. Oui, je comprends pourquoi j'ai été dans des environnements où je me suis même pas posé la question. Mais je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment un peu d'anxiété en me disant est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que je délivre au niveau attendu, est-ce que je me place correctement. Et nous, effectivement, alors, la culture d'entreprise, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire différemment et qu'on pourrait travailler. Elle ne convient pas à tout le monde. Ça, ce n'est pas non plus une prétention que j'ai. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme en la matière. Mais encore une fois, je pense qu'elle a le mérite d'être assez claire. Donc, dans nos communications, on essaye d'être très articulé et très précis sur les attentes. Et c'est des choses que l'on va tester vraiment spécifiquement lors du processus de recrutement. Notamment, on a une interview qui s'appelle la Fit Interview, qui est une interview qui nous permet d'évaluer le niveau d'adéquation avec nos valeurs d'entreprise, qui, je le rappelle, sont exemplifiées dans nos grilles. Donc, ce n'est pas juste un bouquin poussiéreux qu'on va consulter une fois l'an. Et on doit être en capacité, à la fin du processus de recrutement, à la fois, nous, d'avoir une opinion vraiment formée et mature sur est-ce que cet environnement-là, est-ce que notre environnement est le bon pour la personne. Et on a la responsabilité première et vraiment fondamentale d'aussi donner toutes les billes à la personne pour qu'elle se rende compte à quoi son quotidien va ressembler et qu'elle soit sachante dans son parcours. Donc ça, c'est super important. Oui, tout à fait. Sur cette dimension salariale, je reprends un peu la question que je te posais sur quelles sont les autres choses qui font que tu te lèves le matin. Comment un manager il peut jouer, selon toi, sur les autres leviers, si par exemple il n'a pas ce levier salarial, parce qu'il sait que c'est bloqué, voilà, il y a eu des périodes là où on a eu des budgets gelés avec des non-augmentations. Quels sont les autres leviers qu'il peut activer ? Oui. La reconnaissance, elle est pluriforme. La reconnaissance, ça peut être aussi féliciter la personne quand elle délivre un travail de bonne qualité, lui expliquer pourquoi, c'est bien. Je pense que ça, c'est important. La reconnaissance devant ses pairs, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, je pense. De s'intéresser sincèrement à la personne et de penser réellement à sa progression, ça reconnecte avec tous les points qu'on a développés. Mais je pense que ça fait partie vraiment de nos responsabilités et que quand on fait ça, on se positionne vraiment en accompagnant de la personne pour son succès futur. C'est l'idée, je pense. Donc, ça passe par du feedback, ça passe par des échanges réguliers et transparents.
Ça passe par faire la faveur à la personne de savoir où elle se situe et comment est-ce qu'elle peut continuer à progresser, qu'est-ce qu'elle peut continuer à apprendre, à perfectionner. Il y a d'autres leviers. Il y a aussi peut-être élargir les horizons pour apprendre en fonction de l'équipe dont il s'agit. Peut-être se connecter avec des gens d'autres entreprises pour dire ça c'est fait différemment, nourrir la curiosité, prévoir des temps de formation, d'échange, de lecture, échanger sur ces lectures, c'est quelque chose qu'on fait énormément chez nous. De manière formelle, donc, sur des lectures perso. Alors sur des lectures qui ont trait à la culture d'entreprise, au business. On partage pas des lectures pas de roman, mais plutôt du... Voilà, c'est effectivement, faut que c'est un lien. Après, on peut le faire dans un autre cadre, mais je pense que c'est un autre cadre qui vient se greffer à ça. Mais, par exemple, nous, le CEO est le premier à partager ses lectures et à nous faire des fiches de lecture pour qu'on échange dessus en se disant ils font comme ça dans une autre boîte. Ou, je sais pas, des figures emblématiques, qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur parcours, qu'est-ce qui est transposable chez nous. En tout cas, le maître mot pour moi en tant que manager, c'est ouvrir les horizons, ne pas être le seul horizon de l'équipe pour nourrir de la curiosité. Je pense que ça peut être intéressant pour un bon nombre de profils. Garantir un espace où il y a une bonne harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je pense que ça fait partie de nos responsabilités. C'est pas la plus simple, mais c'est une des responsabilités fondamentales. S'assurer que les personnes ont la bonne charge de travail, prendre en compte les personnes en fonction de là où elles en sont dans leur vie. Pour moi, se dire il faut qu'une personne délivre toujours comme ça, tout le temps, ça n'a pas de sens. Les gens, ils ont des enfants, ils ont des problèmes, ils vivent des choses personnelles qui vont modeler leur vie, ils sont accompagnants parfois. Prendre ça en compte. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif de base en se disant peut-être que la personne aura besoin de moins de temps de travail ou qu'elle sera plus absente. Mais si on prend bien la discussion, qu'on valorise ça par ailleurs, qu'on le prend en compte, moi j'ai une expérience très directe dans l'équipe avec des personnes aidantes ou dans des situations personnelles complexes. Les personnes vont être encore plus loyales, encore plus engagées et au final, c'est pas le nombre d'heures au compteur. Alors là, je parle d'une population de cadres dans mon milieu spécifiques, mais qui vont compter parce que la qualité de ce qu'elles vont proposer et réaliser au quotidien va être démultipliée. C'est des gens qu'on va engager sur le long terme aussi. Bien sûr. Oui. Donc je pense que prendre en compte ça, c'est super important. Prendre le temps de le reconnaître, oui. Et de l'intégrer et de s'adapter. Donc voilà. Et puis c'est un travail qu'on peut faire ensemble au niveau de l'équipe. Ça peut être assez sympa de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on a envie pour l'équipe, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Alors parfois il y a des mesures de l'engagement, parfois pas. Mais la mesure de l'engagement, c'est une bonne base et ça permet de tracer une feuille de route ensemble. Bien sûr. De toute façon, oui, le co-construire des choses en équipe, et notamment les règles de fonctionnement, etc., les ajustements, c'est vraiment quelque chose qui est très engageant pour l'équipe. Et nous, dans toutes nos formations, par exemple, on passe toujours, quand on parle de la posture et du cadre, par cette notion de quelles règles, alors qu'on peut appeler différemment, mais voilà, quelle culture d'équipe je veux bâtir et donc quelles règles du jeu je veux co-construire avec mon équipe. Et pas de manière descendante de voilà, j'ai trouvé les règles de l'équipe, je les mets sur la table, mais vraiment d'en faire un sujet de discussion. Et ça, en fait, à tout niveau de culture, de taille d'entreprise, de type de secteur, ça fonctionne très bien. Oui. Je suis 100% d'accord. Écoutez, j'ai une dernière question. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs, managers, RH, dirigeants qui doivent entamer, ils sont peut-être un petit peu en retard, ils doivent entamer cette démarche de transparence salariale. Qu'est-ce qu'ils font, par quoi ils commencent? En tout cas, quel conseil tu leur donnes? Déjà, instaurer le dialogue. Je pense que c'est le plus important. On est à 4 mois à peu près de la nécessité de se mettre en conformité. Donc je pense qu'en parler, c'est déjà une bonne chose. Et voir quel est son point de départ et se tracer peut-être un objectif qui soit un objectif premier, atteignable, adapté. Si on part avec une base sur laquelle il n'y avait aucune forme de transparence, il va falloir penser avec les équipes RH, avec les instances de représentation du personnel,
cette base-là. Et je pense qu'échanger déjà sur ce premier échelon, ensemble, ça va être important pour progressivement se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, le dialogue et l'échange, et puis s'appuyer sur les équipes RH qui sont là pour ça, et pour aider à démêler un peu le jargon, comment ça se traduit, comment est-ce qu'on le transpose. Et moi, mon maître mot, si vraiment je devrais conclure que par ça, c'est l'exemplarité. Là, on a parfois pas parce qu'on a été mal intentionné, juste parce qu'on vient d'une culture aussi qui est très ancrée, enfin qui ne vient pas du tout de là. Si les managers, si les C-level peuvent commencer à ouvrir la voie, à instaurer le dialogue, je pense que ça, c'est vraiment le facteur de réussite clé pour moi. Je peux rediriger nos auditeurs vers l'épisode 2 avec Frédéric Fougerat sur l'exemplarité au service de la performance managériale. On avait vraiment traité ce sujet qui est passionnant et qui est essentiel de démarrer par de l'exemplarité. Merci Juliette. Merci, grand merci à toi. C'était passionnant. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent en savoir plus sur Alan ? J'ai mon profil LinkedIn. J'essaye de répondre aux messages qu'on m'envoie. Et puis également, pour Alan, je pense que le meilleur support, c'est à la fois nous suivre effectivement aussi sur LinkedIn et le blog de l'entreprise. Si on tape Alan Assurance Santé, on va tomber sur le site d'Alan et sur le blog qui détaille plein d'éléments dont on a parlé, par exemple le système de coaching. Et les grilles de salaire. Et bien évidemment, mais ça, on les communique. Alors, dès que la personne rentre dans le processus, on lui partage. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.